Madrid, Dublin et Oslo reconnaissent la Palestine. Les trois États parlent d'un geste de paix. Le Hamas les félicite. Israël dénonce une récompense au terrorisme. Début des funérailles du président Ebrahim Raïssi à Téhéran. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière lors de la cérémonie d'adieu. La capitale ukrainienne Kiev connaît des pannes d'électricité alors que la Russie poursuit son offensive sur l'infrastructure énergétique du pays. Les deux groupes d'extrême droite au Parlement européen pourraient s'unir à l'avenir, assure le candidat d'Identité Démocratie Anders Vistisen. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne reconnaissent l'État de Palestine. La Norvège a été la première à rendre publique sa décision avant d'être suivie par Madrid et Dublin. Ce sont les premières grandes nations occidentales à reconnaître la Palestine en dehors de tout accord négocié avec Israël. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognise our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasising our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Nos sumaremos a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino y a esa amplia mayoría de países que hace 12 días votó a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como Estado miembro de pleno derecho. Esperamos no ser los últimos, esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones pues, contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino. Les trois pays se sont concertés avant d'annoncer ensemble leurs décisions et les reconnaissances formelles sont prévues le 28 mai. Israël a rappelé ses ambassadeurs en Norvège et en Irlande et devrait en faire autant pour l'Espagne. Pour le ministre israélien des Affaires étrangères, ces reconnaissances envoient le message que le terrorisme paye et qu'il s'agit d'une récompense pour les djihadistes du Hamas et d'Iran. La Ligue arabe parle d'une étape courageuse et l'Organisation de libération de la Palestine salue un moment historique. De son côté, le groupe terroriste Hamas salue ces reconnaissances de l'État de Palestine et parle d'une étape importante. Selon Bassem Naïm, un des responsables du Hamas, ces reconnaissances sont le résultat de la courageuse résistance palestinienne. The Irish government says it strongly rejects any criticism by Israel that this action plays into the hands of Hamas. They say Hamas is not the Palestinian people and reiterated calls for them to release the hostages back to their loved ones immediately. But the Prime Minister says it's time to breathe new life into the two-state solution, to give hope to the people of Gaza suffering unbearably, and as he says, give hope to the children of Gaza who go to sleep at night not knowing if they'll ever wake up. En Iran, l'ayatollah Ali Khamenei a dirigé la prière à la cérémonie d'adieu au président iranien, au ministre des Affaires étrangères et aux 7 autres personnes tuées dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Les cercueils étaient couverts de drapeaux iraniens et de photos des défunts. Le turban noir, placé sur le cercueil du président Ebrahim Raïssi, symbolise sa descendance directe du prophète Mahomet. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées autour de l'université de Téhéran pour assister à la cérémonie. 2 hauts responsables des gardiens de la révolution, ainsi que le chef politique du Hamas, des représentants du Hezbollah, de la Russie, de la Turquie et d'Irak étaient également présents. Les cercueils ont ensuite été chargés à l'arrière d'un semi-remorque et transportés parmi la foule dans la capitale iranienne. Le président défunt sera enterré jeudi dans sa ville natale de Mashhad, dans le nord-est du pays. La capitale ukrainienne Kiev connaît des pannes d'électricité alors que la Russie poursuit son offensive sur l'infrastructure énergétique du pays.
Devant les ruines d'une centrale à charbon dans le centre de l'Ukraine, le ministre de l'énergie ukrainien a déclaré que sans une défense aérienne suffisante, toute tentative de réparation des infrastructures serait inutile. Тому що мені здається, що оцей початок атак з березня, і абсолютно очевидно, що мета є зима. Тобто оцей проміжок часу, він є величезний з точки зору спроби тотально покласти систему. Le Kremlin a détruit la plus grande centrale thermique d'Ukraine, Tripilska, en avril dernier et a lancé des attaques de missiles sur plusieurs installations de production et de transmission d'électricité ce mois-ci. C'est la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 que Kiev est touché par la pénurie d'énergie du pays. Professeur d'université suspendu, arrestation de 13 personnes agissant sous couverture diplomatique, perturbation de vol entre Tartu et Helsinki, l'Estonie fait face à une recrudescence d'actes d'espionnage et d'attaques hybrides depuis le début de l'année. Selon Tallinn, toutes ces actions seraient menées par Moscou. Le gouvernement appelle à renforcer les mesures de sécurité. We all understand that these hybrid attacks are still very acute, and we have to be ready also for these. So it doesn't matter, is it a cyber attack? Is it some other type of attack? So we are ready for that, and we are responding to that. And our message has always been clear. In this territory, in Estonia and all the allies, we are controlling that, and we are not allowing anyone to disrupt our normal behavior and normal society here. L'Estonie mène des opérations de grande ampleur contre les actions d'espionnage et les rend même publiques. Le pays a également arrêté le plus d'agents russes par habitant de toute l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. À l'échelle européenne, il n'existe pour le moment aucun mécanisme collectif pour faire face aux menaces hybrides de Moscou. La Commission de Venise, qui est la principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe, a déclaré que la Géorgie devrait abroger la très controversée loi sur l'influence étrangère. À la demande de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, elle l'a évaluée dans le cadre d'une procédure d'urgence et a estimé que le gouvernement géorgien n'avait laissé aucun espace pour une véritable discussion et une consultation significative au mépris des préoccupations d'une grande partie de sa population. La semaine dernière, l'adoption de la loi avait déclenché une vague de manifestations d'ampleur, mobilisant notamment la jeunesse à Tbilissi contre ce qu'elle identifie comme un outil pour museler les opposants politiques. Le texte est surnommé la loi russe par les détracteurs du pouvoir géorgien car il entraînerait la Géorgie du côté de Moscou plutôt que de l'Union européenne. Il implique que tout média ou ONG s'enregistre comme poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère s'il reçoit plus de 20% de ses financements de l'étranger. Le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu en Nouvelle-Calédonie ce jeudi. Accompagné du ministre de l'Intérieur et du ministre des Armées, le chef d'État se rend dans l'archipel en proie à des violences depuis 10 jours pour installer une mission de dialogue. La Nouvelle-Calédonie s'est embrasée après que le gouvernement français a décidé de réformer le mode de scrutin en vigueur, ce qui a ravivé les tensions entre indépendantistes et loyalistes. Selon les opposants, la population kanak qui a autrefois souffert de politiques de ségrégation sera marginalisée par cette mesure. La capitale Nouméa, où doivent atterrir Emmanuel Macron et ses ministres, est exsangue. Peu après l'annonce de la visite du chef d'État français, une cyberattaque d'ampleur maîtrisée depuis a frappé l'île. L'aéroport local a été fermé aux vols commerciaux. Le gouvernement français a imposé un couvre-feu. Des forces de sécurité ont été déployées sur le territoire, en plus des 1700 policiers et gendarmes présents sur place. Face au chaos, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont décidé de procéder au rapatriement de leurs ressortissants. Les deux groupes d'extrême droite au Parlement européen pourraient s'unir pour former un ensemble commun. C'est ce que prédit le Danois Anders Vistisen, qui mène la campagne pour le groupe le plus à droite de l'hémicycle, Identité et démocratie. Interrogé par Euronews, il assure qu'il n'y a pas de division politique entre sa formation, qui comprend le Rassemblement national de Marine Le Pen, et les conservateurs et réformistes européens qui comptent Fratelli d'Italia de la première ministre italienne Giorgia Meloni. There is no more political divide between the ID and the ECR than what you can see within the EPP, the S&D or the Renew parties, for instance. So could you see those two right-wing groups
reorganizing themselves, particularly after the elections. Could you see a possible unification of those two groups? Yeah, I think you'll see that someday. You already have it in the Council of Europe, where the two groups have merged together in a dual party. I think maybe not just after this election, but I think the French presidential elections that are coming up in a couple of years could be a point in time that is very interesting to look forward to. Anders Vistisen s'est exprimé quelques heures avant qu'une crise ne secoue son groupe. Marine Le Pen et son parti ont annoncé qu'ils ne siégeraient plus aux côtés de l'AfD, Alternative für Deutschland, après les propos de sa tête de liste. Maximilian Krah a expliqué que les membres des SS n'étaient pas tous des criminels. Depuis, le candidat allemand ne peut plus faire campagne. Un autre candidat de l'AfD est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de Moscou pour relayer la propagande russe en Europe. Anders Vistisen lui-même a été interviewé par Voice of Europe, le média au cœur de ce scandale d'opération d'influence, est désormais sanctionné par l'Union européenne. You gave a one-on-one interview to Voice of Europe earlier this year. Were you paid for that interview? No, of course not. That interview was set up at the same premise as this interview. I was asked to give an interview and I obliged. That's my job as a politician. But it is worrisome that this outside influence is also generally used to spread misinformation about the right. I have a impeccable record when it both comes to being firm on Russia, firm on China. Malgré ces multiples scandales, le groupe politique d'Anders Vistisen pourrait faire une percée selon les sondages et devenir la troisième force politique au Parlement. L'autre groupe d'extrême droite, les conservateurs et réformistes, ont toujours rejeté un potentiel rapprochement. L'ensemble de l'interview sera diffusé la semaine prochaine dans le programme Global Conversation.